Elle l'a dit au tribunal et nous en avons tous eu le souffle coupé parce que nous ne pouvions pas le croire. C'est l'ancien bachelor qui dit avoir été la cible d'une femme qui a simulé une grossesse. Je n'ai rien fait pour tomber enceinte de ce putain de bachelor. Je parle avec Clayton et Kurt pour avoir sa version de cette histoire folle. Je suis Anne-Jeanette Lévy et voici Law and Crime. Lorsque Clayton Echard a participé à la saison 26 de The Bachelor, il savait que cela lui apporterait une certaine notoriété et de l'attention. Il a gagné quelques fans, mais il a aussi attiré une attention que personne ne souhaiterait jamais lorsqu'une femme l'a contacté en ligne après son passage remarqué dans l'émission et a dit qu'elle voulait travailler avec lui. À ce moment, Clayton était agent immobilier. La femme qui l'a contacté s'appelait Laura Owens. Clayton dit que lui et Laura se sont rencontrés une fois, juste une fois, et qu'une chose en a entraîné une autre. Tu vois le genre. Mais Clayton affirme avec insistance que lui et Laura Owens n'ont pas eu le genre de relation qui pourrait mener à une grossesse. Clayton dit qu'après avoir repoussé les avances de Laura, Laura a prétendu être enceinte de son enfant. Elle ne l'était pas, malgré ses affirmations récentes, même l'an dernier. Regardez. Je sais, c'est tellement inapproprié. Je t'ai demandé car je ne savais pas si elles étaient vraies. Je ne sais même toujours pas vraiment ce qu'ils ont mis sur leur trip pour me le mettre à moi. Je suis désolée, c'est tellement... Et tu as dit, ou 6-8, il va y avoir un rapport au comté. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Il est même pas 7 heures du matin. Je sais. Ils ont des armes. Je n'en ai littéralement jamais vu de ma vie, peu importe lesquelles. Tu sais quoi? Il n'est même pas 7 heures. Je n'ai rien fait à part tomber enceinte du célibataire. D'accord, ce n'est pas comme si j'allais tuer quelqu'un. C'était Laura Owens pendant que la police de Scottsdale exécutait un mandat de perquisition au domicile où elle vit avec ses parents début 2025. Cette déclaration est survenue plusieurs mois après qu'un juge a déterminé, lors d'un procès civil, que Laura Owens n'avait pas été enceinte de l'enfant de Clayton Echard. Ce juge a signalé Laura Owens au procureur du comté de Maricopa pour enquête, car il pensait qu'Owens avait commis une fraude et un parjure en mentant sous serment. Et le juge pensait qu'Owens avait falsifié des preuves. En 2025, un grand jury a inculpé Laura Owens de 7 chefs d'accusation liés à des allégations selon lesquelles elle aurait commis une fraude en mentant sur sa grossesse supposée avec l'enfant de Clayton, puis en mentant à ce sujet sous serment. Laura Owens a été inculpée une seconde fois par un grand jury en novembre 2025 sur des allégations selon lesquelles elle aurait fait la même chose avec un deuxième homme. Laura Owens a plaidé non coupable à toutes les accusations. Voulez-vous que je procède aujourd'hui à une audience de mise en accusation avec un plaidoyer de non-culpabilité en son nom? Bien. Très bien. Renoncez-vous à la lecture des charges et de ses droits? Oui. Nous renonçons à la lecture formelle et plaidons non coupable pour toutes les charges. Très bien. Nous allons enregistrer un plaidoyer de non-culpabilité en son nom. Le procès d'Owens pour les accusations impliquant Clayton Echard devait commencer en janvier 2026, mais cela n'a pas eu lieu. Elle en est à son deuxième nouvel avocat cette année. 7 nouvelles accusations ont aussi été ajoutées fin de l'année dernière pour une seconde victime, Greg Gillespie. Monsieur Swirsky, puisque je vous ai ici, avez-vous reçu la communication des preuves? Oui, la semaine dernière, j'ai reçu environ 6000 pages de communication des preuves et 16 enregistrements de caméras corporelles, tout cela au cours de la dernière semaine, de la part de l'État. Très bien, donc l'État a répondu à vos besoins dans ce domaine. Tout à fait. Il y a aussi une saga en cours impliquant les parents de Laura Owens et leur tentative de déposer le bilan. Une demande déposée par les parents de Laura Owens en 2025 a été rejetée plus tôt cette année. Le père de Laura Owens, Ron, lutte contre la maladie de Parkinson. C'est un animateur légendaire de talk show radio qui a travaillé à San Francisco pendant des décennies. Laura a également déposé le bilan et son cas a suscité beaucoup d'étonnement puisqu'elle continue de participer à ses activités équestres, tout en affirmant qu'elle ne peut pas payer le jugement qu'elle doit à Clayton Echard. Très bien, alors écoutons cette histoire directement de la bouche du principal intéressé, si je puis dire. Je voudrais accueillir Clayton Echard. Il est l'une des victimes dans cette affaire. Et Clayton, tout d'abord, comment allez-vous? Merci beaucoup de vous joindre à moi. Je veux savoir comment vous allez, surtout maintenant que le procès a été reporté à juillet 2026. Vous savez, honnêtement, je vais vraiment très bien. Cela fait plusieurs années que ça dure, mais en réalité, tout est devenu vraiment positif à mes yeux.
Dès l'instant où nous avons gagné au tribunal l'année dernière et qu'elle a été renvoyée devant le procureur du comté pour être poursuivie, pour moi, c'était vraiment la fin de mon implication dans cette affaire. Je pensais qu'à partir de là, elle allait devoir se battre quotidiennement contre le procureur du comté, ce qui n'est pas une bataille agréable à mener. Donc maintenant, ce ne sont que des victoires qui s'enchaînent les unes après les autres. Bien sûr, j'étais un peu déçu qu'on ait dû repousser ça de janvier à juillet. Maintenant, je crois que c'est ce qu'on a. C'est parce qu'ils ont doublé le nombre de chefs d'accusation. Donc pour moi, c'est comme si c'était juste un bon signe que tout avance maintenant et que justice sera rendue. Il va y avoir une plus grande responsabilité. Je ne peux pas imaginer une situation où elle n'écoperait pas d'une peine de prison. Et tu as raison. Évidemment, tu sais, il y a maintenant 2 fois plus d'accusations. Il y a 2 victimes. Ce n'est pas seulement toi. Maintenant, il y a des accusations concernant Greg Gillespie, le 2e homme dans le comté de Maricopa, dont elle est accusée d'avoir essayé de dire Hey, je porte tes bébés, ce qui me sidère complètement. Ramène-moi, si tu veux bien, en 2023 et raconte-moi comment tu as rencontré Laura Owens. Oui, elle m'avait contacté sur LinkedIn. Elle a dit qu'elle essayait de joindre mon agence immobilière. Je venais d'obtenir ma licence. Elle m'a dit, je n'arrive pas à joindre votre agence, mais je veux travailler avec vous. Je pense que vous excellez dans ce que vous faites. Tu sais, hein, ça aurait probablement dû être un signal d'alarme au début, parce que l'entreprise où j'étais, l'agence où je travaillais, était bonne, mais ce n'était pas non plus une agence mondialement connue ou reconnue en ville, comme l'agence incontournable. Mais malgré tout, j'étais enthousiaste. J'ai obtenu ma licence tout de suite, tu sais, juste avant ce moment-là, et je me suis dit, voici mon premier client, et j'obtiens un client grâce à mon passage à la télévision. Alors je lui ai envoyé mes coordonnées et elle était très séductrice dès le début, mais je me suis dit, écoute, ça va, je peux rester professionnel. Et je l'ai fait jusqu'à une nuit où j'étais défoncé. J'avais un peu fumé. Et pendant que j'étais défoncé, elle m'envoyait des messages, et c'était innocent au début. Puis elle a envoyé une photo provocante. Et moi, dans cet état d'esprit, j'ai dit, tu sais, viens chez moi. Et donc elle est venue. Et on a eu des relations sexuelles cette nuit-là. Tu sais, nous n'avons pas eu de rapport sexuel, ce qui est important à préciser, mais nous avons fait d'autres choses. Et finalement, elle voulait que je sorte avec elle à partir de ce moment-là. Et je lui ai dit non, que c'était une chose unique. Et elle est devenue agitée. Et puis après qu'elle n'ait pas accepté mon refus de sortir avec elle, elle a décidé de dire qu'elle était enceinte 11 jours plus tard. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est que pour dire que tu es enceinte de l'enfant de quelqu'un, tu sais, il faudrait au moins avoir été intime. Il faudrait vraiment, tu sais, avoir eu des rapports sexuels. Ça ne s'est pas passé entre vous deux. Oui, il y a eu d'autres choses. Comme tu l'as dit, on ne va pas entrer dans les détails, mais ce n'était pas ça. Et donc, au début, tu t'es dit, tu plaisantes, genre, tu es sérieuse. Oui, mais voilà le truc. Et ça, malheureusement, à cause de mon passé, quand je jouais au football, il y a un terme qu'on appelle le piégeage. Et c'est quand une femme dit essentiellement qu'elle prend la pilule ou peut-être qu'elle l'est ou qu'elle ne l'est pas, mais au final, elle tombe enceinte d'un gars qui pourrait être un choix de premier tour ou qui pourrait avoir de l'argent. J'ai vu cela arriver à d'anciens coéquipiers partis en NFL. Des femmes disaient prendre la pilule, puis tombaient enceintes. Et maintenant, elles reçoivent, vous savez, de l'argent de cet athlète. Et donc, j'ai pensé qu'elle m'avait fait la même chose. C'était un terme et quelque chose que je connaissais avec les athlètes, les célébrités, vous savez. Il y a certaines femmes qui veulent obtenir ces ressources d'un homme. Et donc, elles tombent enceintes de cet homme. Donc, j'ai pensé qu'elle s'était peut-être inséminée elle-même avec mon propre liquide, qu'elle était allée en courant à la salle de bain et qu'elle s'était introduit ça elle-même. C'est donc ça qui m'inquiétait. Parce que je l'avais déjà vu arriver par le passé, je me suis dit, eh bien, cette fois, c'est à mon tour d'en être victime. Wow. Wow. Donc, tu te disais, mon Dieu, elle est peut-être vraiment enceinte de mon bébé à cause de tout ce phénomène de piégeage. Oui. Aïe. Est-ce que tu as déjà eu le moindre signe qu'elle savait qui tu étais à cause de ta participation à The Bachelor? Ouais, je veux dire, elle répétait qu'elle n'avait jamais vu l'émission, qu'elle était sortie avec plein de célébrités et de gens très en vue, et qu'elle se fichait de mon statut, de ma réputation
ou de ce que j'avais accompli. Et pour moi, c'est encore un autre, tu sais, signal d'alarme. C'est comme, écoute, hein, si tu essayes de me convaincre que tu ne sais pas qui je suis, c'est probablement que tu le sais, parce que j'ai remarqué ça dans le monde des rencontres de toute façon. Les filles disent, je ne sais même pas qui tu es. Ok, tu ne savais pas, hein, je ne sais pas d'où ça vient. Apparemment, mes amis disent que tu es comme ça. On dirait que tu veux me prouver que ça t'est égal. Et généralement, ce sont celles-là qui s'en soucient vraiment. Et il y a les filles qui disent juste oui, non, je sais qui tu es, genre bon, tu veux en parler ou pas, tu vois. Mais elle était dans le camp de celles qui disent je ne sais pas qui tu es et je m'en fiche complètement, ça ne me fait rien. Et j'ai dit d'accord, je m'en doutais. Intéressant. Tu as dit qu'elle voulait que tu sortes avec elle. Alors, raconte-moi un peu plus à ce sujet. Par exemple, quand tu te dis, d'accord, tu sais, j'ai un peu fumé. On était un peu défoncé, tu sais, on a un peu fricoté, tu vois, c'est tout. Désolée. C'était ça, tu sais, et ensuite elle voulait que tu sortes avec elle. Donne-moi un peu plus de détails sur la façon dont ça s'est passé. Oui, c'était le lendemain. En fait, je lui faisais visiter des maisons. Après lui avoir fait visiter les maisons, je lui ai dit il faut que je te parle dans ma voiture. Puis je l'y ai emmené. Là, je lui ai dit, j'ai fait une erreur. J'ai dépassé une limite professionnelle que je n'aurais pas dû. Et je veux juste m'excuser d'avoir fait ça. Elle m'a dit, non, non, j'ai vraiment apprécié. Je me suis bien amusé et il n'y a pas besoin de t'excuser. J'ai répondu, d'accord, merci. Mais aussi, je veux juste que tu saches que ça ne pourra plus arriver à l'avenir. C'était juste une chose qui s'est produite une seule fois. Elle s'est mise à pleurer pour la première fois et j'ai pensé, waouh, que se passe-t-il? Elle a expliqué. Je sens qu'on a beaucoup en commun après nos discussions d'hier soir. Et je pense vraiment que je te comprends et que je pourrais vraiment t'aider à devenir la personne que tu veux être. Et elle, tu vois, elle disait: «Donne-moi juste une chance». J'ai simplement dit: «On a eu de bonnes discussions, mais je ne cherche pas à sortir avec toi, ni à aller plus loin». Alors elle a continué à me supplier dans ma voiture. Elle disait: «S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi juste une chance». Et finalement, après qu'elle m'ait demandé 5 ou 6 fois et que je l'ai gentiment repoussée, j'ai fini par dire: «Laura, non, c'est non. Arrête de me demander. Tu me manques de respect en insistant alors que je t'ai déjà dit non». Et là, je commence à m'énerver. Je deviens agité. Et tout de suite, son visage devient froid comme la pierre. Elle me regarde simplement. Je me souviens avoir eu des frissons sur tout le corps à ce moment-là, parce que le regard qu'elle m'a lancé, c'était comme si quelque chose en elle était remonté de très loin. Ça avait vraiment l'air surnaturel. Et elle m'a juste regardé et elle a dit: «Non, je comprends». Elle a dit: «Passe une bonne journée», puis elle est sortie de ma voiture et a refermé la porte. Et je me souviens avoir pensé: «Je ne sais pas ce que c'était, mais ce n'est pas fini, quelle que soit cette chose». Je ne pensais pas que ça prendrait une telle tournure. Mais oui, c'était une rencontre étrange. Donc, pour faire court, elle dépose cette plainte contre toi. Et tu sais, c'est comme une action en recherche de paternité. Et en gros, elle dit que tu es le père. Donne-moi de l'argent. Tu sais, il y a des gens, tes soutiens et ceux des autres victimes, qui ont dit que ce n'était pas une question d'argent pour elle. Mais tu sais, elle t'a poursuivi en justice et elle réclamait, tu sais, une pension alimentaire et des choses comme ça. Donc oui, évidemment, elle a fait ça. Je veux dire, elle a intenté un procès. C'est une grande étape. C'est quelque chose d'important. Ouais, mais ce n'est pas une question d'argent. Je veux dire, ce qu'on a découvert entre moi et les victimes précédentes, c'est qu'elle fait ça par haine d'elle-même ou par haine envers les hommes. Quand des hommes la rejettent, elle tente de les détruire pour qu'ils souffrent comme elle. Il y a aussi un manque d'amour-propre chez elle. Donc en gros, c'est une harceleuse qui essaie de faire souffrir les gens autant qu'elle souffre elle-même. Malheureusement, sa famille l'aide et partage, je pense, les mêmes croyances. Elle a donc reçu du soutien, mais ce n'est pas une question d'argent. C'est juste qu'elle a de l'argent ou avait de l'argent parce que sa famille était très riche. Et donc, elle pouvait ruiner des hommes au tribunal, les poursuivre en justice sans aucune preuve concrète et simplement les épuiser jusqu'à ce qu'ils manquent d'argent plus vite qu'elle. Et c'est ce qu'elle a fait pendant si longtemps. Heureusement, j'ai pu tenir tête financièrement et ne pas reculer. Et maintenant, ses ressources se sont taries, mais elle a aussi perdu le tribunal de l'opinion publique il y a quelque temps. Donc maintenant, comme dit, elle dépense des centaines de milliers de dollars et se bat contre l'avocat du comté, pas moi. Ce n'était donc jamais une question d'argent. C'était surtout pour elle une question d'imposer son contrôle sur les hommes et en gros de les vider de leurs ressources financières et de leur retirer leur pouvoir. Wow. Tu as dit que sa famille l'a aidé. Je veux dire, on sait que son père, enfin, il a une multitude, tu sais, tout un tas de problèmes de santé.
Tu sais, il était très, bien rémunéré dans son travail comme animateur d'une émission de radio parlée quand il travaillait à KGO à San Francisco. Je veux dire, il reçoit, je pense, une pension plutôt confortable. La plupart des gens seraient aux anges de recevoir une pension de 20 000 $ par mois. Je sais qu'il a déposé le bilan maintenant. Ce que j'essaie encore de comprendre et d'assimiler. Il y a une cagnotte GoFundMe en cours. Donc, je ne comprends pas tout à fait tout ça. Tu sais, je suis sûre qu'il se passe quelque chose de plus là-dedans. Penses-tu que la famille finançait ses frais juridiques et ses factures d'avocat pendant un certain temps et que cela les a peut-être épuisés financièrement? Et est-ce qu'ils, je ne sais pas, encourageaient tout ça d'une certaine manière ou bien est-ce qu'ils la croyaient et pensaient qu'elle était la victime ici? Ou qu'en penses-tu puisque tu vis avec cette situation depuis plus de 2 ans maintenant? Oui, non, sa famille sait qu'ils ont tort et ne croit à aucune des absurdités qu'ils essaient de faire passer. Je pense honnêtement, d'après ce que j'ai entendu, qu'ils se croient supérieurs à tout le monde. Ils ont cette conviction d'être comme des surhumains. Ils se croient bien plus importants, hein, tu sais, comme le père avec sa réputation. La mère était apparemment une attachée de presse à succès ou quelque chose comme ça. Donc ils ont tendance à regarder les gens ordinaires de haut. Honnêtement, c'est vraiment ce qu'ils pensent, qu'ils sont simplement meilleurs que la plupart des gens. Et donc oui, non, ils ne pour cette raison, ils pensent donc qu'ils sont invincibles. Et pendant très longtemps, ils avaient de l'influence et de l'argent. Donc, ils pouvaient s'en sortir avec beaucoup de bêtises, ils pouvaient en créer beaucoup, et ensuite s'en tirer avec rien de plus qu'une tape sur les doigts, si ce n'est moins. Cette famille n'a jamais eu à rendre de compte, parce que, encore une fois, ils pouvaient simplement payer pour s'en sortir ou utiliser leur influence. Ils avaient pas mal d'influence à San Francisco. Et donc, avec certaines connexions puissantes. Donc, avec ça, ils en profitaient. Alors, Clayton, tu sais, parlons des frais et des honoraires d'avocat. Je veux dire, ce n'est pas donné. Donc, tu as dû mener ce combat. Tu sais, je connais Mike Maricini. Il y a eu une cagnotte GoFundMe créée pour lui et il a pu obtenir gain de cause de son côté, ce qui est très bien pour lui. Je veux dire, comment as-tu pu te permettre ça? Parce que moi, je n'arrive même pas à imaginer devoir, tu sais, me battre dans un procès, engager un avocat et me battre dans un procès. Quand? Tu sais, genre, si quelqu'un disait, tu sais, tu es le, tu sais, tu es mon père de mon enfant, tu es la mère de mon enfant. Tu sais, peu importe le scénario, et tu te dis, il n'y a juste aucun moyen. Ouais, Je veux dire, comment as-tu pu gérer ça, franchement? ouais, enfin, honnêtement, je crois vraiment que tout arrive pour une raison. Oui, si elle avait essayé de me faire ça, je pense qu'avant le bachelor, elle n'aurait sans doute pas tenté avec moi. Financièrement, je n'aurais pas été dans une situation où je pouvais, tu sais, subvenir à mes besoins et traverser tout ça. Mais heureusement, je me débrouille très bien dans ma vie. Et donc, ce qui m'agite, c'est que les personnes qui n'ont pas les moyens, c'est comme si elles ne pouvaient pas se défendre elles-mêmes. Et là encore, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars en frais juridiques. Et quand quelqu'un est innocent, mais qu'il ne peut pas se défendre parce qu'il n'en a pas les moyens. Parfois, on les présume coupables parce que, eh bien, ils ne viennent pas au tribunal. Vous savez, ils ne défendent pas leur cause, donc ils doivent être coupables. On m'a d'abord dit ça avant que je tente de prendre un avocat. J'ai décidé d'ignorer, de ne pas m'en occuper. On m'a donné des papiers, c'est n'importe quoi, je n'y répondrai même pas. Et quelqu'un m'a dit, hé, si tu ne réponds pas, ils vont demander un jugement par défaut et ça va probablement se retourner contre toi parce que tu ne t'es pas présenté. Et j'ai dit, attends, quoi? Je dois vraiment répondre à ça? Il n'y a même pas d'enfant? Pourquoi dois-je répondre à un plan de garde? J'ai alors compris que chacun peut déposer ce qu'il veut au tribunal. Je pourrais même porter plainte contre toi pour une sucette volée. Je pourrais te poursuivre, rédiger des documents, et ils iraient au tribunal, mais une telle absurdité serait sûrement rejetée aussitôt. Ce que je veux dire, c'est que n'importe qui peut remplir ce qu'il veut. Et une fois dedans, les avocats coûtent 500 $ de l'heure. Voilà où on en est 2 ans et demi plus tard. Ça s'accumule, mais maintenant j'ai les ressources. Elle a choisi le mauvais moment pour m'attaquer. Je me suis dit que je devais me battre car c'était devenu plus grand que moi. Maintenant, ce sont les autres gars qui obtiennent leur justice. Et donc je me dis, je fais ça parce que j'en ai la capacité. J'ai l'énergie de le faire en ce moment. Je suis sûre que tu as vu les images de la caméra corporelle de la police de Scottsdale exécutant le mandat de perquisition chez elle en janvier. Oui.
Tu sais, elle dit, je n'ai rien fait de mal. Tout ce que j'ai fait, c'est tomber enceinte du, tu sais, putain de célibataire. Des choses comme ça. Je veux dire, elle a l'air tellement catégorique à ce sujet. Ouais. Tu sais, tu penses qu'elle s'est vraiment convaincue de ça ou qu'elle fait juste semblant, selon toi? J'aimerais vraiment savoir s'il existe un type de condition, de maladie, de trouble, quelque chose qu'elle aurait. D'après ce que je comprends, elle ne veut pas aller consulter un professionnel de santé ou un professionnel de santé mentale. Elle refuse d'admettre qu'elle a un problème. Donc oui, ça pousse à se demander, est-ce que tu crois vraiment à cette fausse réalité? Est-ce que c'est vraiment réel pour toi? Certaines conditions ou troubles poussent des gens à croire à une réalité alternative. Tu sais, c'est... Donc je ne sais pas. Je... Ma pensée, ma conviction, c'est qu'elle n'a jamais eu à rendre de compte de toute sa vie parce que ses parents ont toujours pu la sortir de là, soit grâce à l'argent, soit grâce à leur influence. Donc tu as affaire à quelqu'un qui n'a jamais été réprimandé, jamais tenu responsable, et qui par conséquent n'est pas prêt à assumer la moindre responsabilité pour ses actes. Donc je crois qu'elle sait. Enfin, je sais qu'elle fait semblant. Elle a acheté un faux ventre de grossesse. On n'achète pas un faux ventre de grossesse sans vouloir simuler une grossesse, donc elle sait, mais n'a jamais eu à rendre de compte et ne peut assumer aucune responsabilité. Tu sais, s'ils ont trouvé ce faux ventre pendant l'exécution du mandat de perquisition, Ouais, et j'ai entendu de certains petits oiseaux qu'il y a. Oui, il y a eu un certain type de preuve trouvée de cette nature. Je ne peux pas l'affirmer, je ne l'ai pas vu, mais elle ignorait que le live était en cours quand elle a été accusée d'avoir un faux ventre. Ni elle ni moi ne savions que c'était diffusé. Donc quand elle le déplaçait dans tous les sens, environ 10 000 personnes disaient «Les ventres ne bougent pas comme ça». Et donc oui, apparemment, il y a eu des preuves et tout ça qui ont été trouvées, prouvant que ça existe bien en sa possession. j'ai donc contacté le bureau du procureur du comté de Maricopa et j'ai demandé s'ils avaient trouvé des preuves d'un ventre prothétique. La porte-parole de ce bureau m'a dit qu'elle ne pouvait pas commenter l'affaire parce qu'elle est toujours en cours. Vous avez dit qu'elle avait admis avoir falsifié les dossiers médicaux. Parlez-moi un peu plus de cela. Oui, elle l'a dit au tribunal et nous avons tous eu un choc parce que nous n'arrivons pas à y croire. Elle a dit, eh bien oui, j'ai peut-être modifié les dossiers, mais juste un petit peu. Nous étions tous là, juste un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire un petit peu? Oui, juste un petit peu. And we were like, oh, just a little bit of What does a medical little bit fraud. mean? Yeah, just a little. Un peu. J'ai juste pris l'échographie de ma sœur et l'ai fait passer pour la mienne. Elle ne l'a pas dit, mais vous savez, elle m'a envoyé une vidéo d'elle, d'un ventre que son père touchait à l'hôpital. Et c'était le ventre de sa sœur, mais elle a coupé la vidéo à partir d'ici pour qu'on ne voit pas le visage. Elle a prétendu que c'était elle. Vous savez, à Thanksgiving, il y a eu une publication sur la page Facebook de Ron Owens juste autour de Thanksgiving où il disait, vous savez, je suis reconnaissant, mais cette année a été vraiment terrible. Il y a eu cette descente chez moi. Je ne sais pas si j'appellerais ça une descente. C'est ainsi que les mandats de perquisition sont exécutés. Ils arrivent avec un équipement d'intervention. Ils étaient très gentils, clairs et polis. Je suis restée calme. Validé, c'est le mot que je cherche. Oui, je veux dire, pour ceux qui ne le savent pas, à chaque fois qu'un mandat de perquisition est exécuté, ils font une sorte d'analyse de la situation. Ils évaluent le danger possible, car on ignore ce qu'on peut trouver chez quelqu'un. C'est pourquoi ils envoient toujours le SWAT. Voilà comment ça marche. Ils sont venus et ont dit, hé Laura, on peut te parler? Voilà comment ça s'est passé. Et donc, ils ont été plutôt gentils avec eux et ont même aidé son père à sortir du lit. Mais tu sais, il a décrit ça comme une descente du SWAT. J'explique simplement pour ceux qui ignorent comment se déroulent les mandats de perquisition. Voici comment cela fonctionne. Ils étaient vraiment très gentils. Donc, ça aurait pu être bien pire. Ils auraient pu défoncer les portes et ils ne l'ont pas fait. Non. Donc, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, il dit que c'était un raid du SWAT, que ça a été une année terrible. Il a eu tous ses problèmes de santé. Et puis, vous savez, il dit que sa fille, vous savez, il y a eu cette campagne de diffamation et qu'elle a été mal représentée, etc. Quelle est votre réponse à cela? Oui, eh bien, je pense qu'à la fin, c'était aussi, si vous vouliez bien, s'il vous plaît, faites un don à notre GoFundMe. C'est exact. C'est comme une arnaque pour récupérer de l'argent. C'est juste, et on est vraiment blessé. Voilà, on va juste vous raconter tout ce baratin, et puis, vous savez, une histoire larmoyante. Ensuite, on cherchera à vous faire payer pour nous aider à financer, car nous avons désormais plusieurs avocats et des frais juridiques ingérables.
Et si on ne peut pas suivre, alors, mais vous savez, on n'aura plus autant de pouvoir. Donc je ne sais même pas s'il l'a écrit. C'était probablement Laura ou sa mère qui l'ont fait. C'est pathétique qu'ils essaient de créer cette histoire larmoyante. Le plus drôle, c'est que le GoFundMe a récolté seulement quelques centaines de dollars. Je veux dire, au début, ça a rapporté, je crois, une somme à 6 chiffres, ce qui était tellement triste parce que je me disais que toutes ces personnes se faisaient arnaquer par cette famille qui utilise cet argent pour des frais juridiques, même s'ils disent techniquement que c'est pour son traitement. Oui, mais cet argent utilisé pour son traitement aurait servi à payer les frais juridiques. Peu importe comment tu mélanges l'argent, tu sais au final que tu ne le mérites pas et qu'il paye ses affaires. Mais j'ai vu ça et je me suis dit, hé, regardez, ils n'ont eu que 300 dollars ou quelque chose comme ça lors de cette dernière collecte GoFundMe. Donc pour moi, en fait, ça m'a plutôt réchauffé le cœur. Je me suis dit, plus personne ne croit à vos histoires, les gars. C'est comme si tu étais littéralement à bout de force. Tu essaies de gratter les derniers centimes à ce stade et tu n'as plus aucun pouvoir. Tu sais, Clayton, je sais que tu as beaucoup de soutien. Mais est-ce que ce sont surtout des hommes qui sortent de l'ombre et qui disent genre, hey, je sais ce que c'est d'être à ta place, ou est-ce que tu as beaucoup de femmes qui te soutiennent? Je veux dire, qui te soutient? Je dirais que c'est sûrement, si je devais deviner, environ 97% de femmes. Oui, pour ma part. Je veux dire, mon audience sur Instagram, je peux voir les données démographiques, je peux voir la répartition. J'ai 93% de femmes et 7% d'hommes dans mon audience. Donc c'est probablement à peu près ça, parce que c'est comme ça qu'elle est allée sur les réseaux sociaux pour essayer de me diffamer. Donc mes abonnés ont décidé de se regrouper, de me soutenir, de suivre l'affaire et maintenant de réclamer justice. Et donc je pense que c'est important, je veux vraiment souligner que ce mouvement était mené par des femmes. Et c'est important que je le dise parce que, d'une part, je suis tellement reconnaissant envers les femmes. Ce n'est pas parce qu'une femme agit ainsi que j'ai une vendetta contre toutes les femmes. Je dois le préciser car certains disent que je deviens un militant des droits des hommes, que je déteste les femmes ou veux un MeToo inversé. Ce n'est pas du tout mon intention. Je n'aime pas les militants des droits des hommes. Je ne les soutiens pas. Je soutiens l'égalité. Je veux juste que les hommes soient crus quand ils sont victimes. Et je veux aussi, vous savez, que les gens prennent le temps de réfléchir avant que tous les faits ne soient pieds connus et qu'ils attendent que tout sorte avant de juger quelqu'un. On ne devrait pas être coupable jusqu'à preuve du contraire. C'est ce qui m'est arrivé au début quand tout est sorti. Tout le monde disait que j'étais un connard et coupable, comme dans Le Bachelor. Je veux juste que les gens prennent du recul et attendent de connaître tous les faits avant de juger. On ne doit pas non plus croire toutes les femmes ou tous les hommes. On devrait croire ce qui est vrai. Et ça demande d'avoir un peu de patience pour que les faits sortent. Donc je veux juste souligner ça parce que si ce n'était pas pour les femmes, je n'aurais pas de soutien et je ne serais pas aussi avancé dans cette affaire. Je le sais bien, je suis très reconnaissant. Je veux juste que les gens comprennent que ce n'est pas un mouvement en préparation. Vous savez, mon Dieu, je n'imagine pas un monde sans femmes, ce serait terrible. Cela me cause parfois des ennuis. Les émissions de rencontres à la télé et toute cette histoire, je plaisante, mais j'aime peut-être trop les femmes. Mais je suis là, regardez, les femmes, elles sont tellement belles. C'est juste, je suis tellement reconnaissant pour ce que j'ai, le soutien. S'il n'y avait que des hommes, il n'y aurait pas de mouvement, je serais sûrement très endetté et perdrais la bataille, avec un résultat totalement différent. Oui. Eh bien, tu as probablement gagné quelques femmes de plus comme soutien avec tout ça. Non, je te taquine, c'est tout. Il faut parfois relativiser. Tu sais, même si c'est un sujet sérieux, Mais oui. j'ai aussi cherché des moments pour rire, sourire et me dire que tout ira bien. Et c'est le cas. Je suis dans un très bon état d'esprit. Et ça me rend encore plus heureux de voir que les victimes précédentes ont enfin leur jour au tribunal et obtiennent enfin un peu de justice. C'est vraiment génial. Oui, si tu ne ris pas, tu vas pleurer. C'est ce qu'on dit. Donc, Clayton, je te remercie vraiment d'avoir parlé avec moi. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi. Et nous allons continuer à suivre cette histoire de très près. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. Clayton Eckert s'est rendu sur Instagram et a lancé une campagne pour faire retirer la conférence TED de Laura Owens, où elle parle d'avoir été abusée par un homme. C'est la voix forte de l'homme assis derrière toi qui t'a aidé avec tes bagages. Il parle à une femme qui sanglote sans cesse. Il lui crache des insultes, il l'humilie, et plus elle pleure, plus elles deviennent cinglantes. Elle parvient à peine à lui répondre à travers ses larmes. Je m'appelle Laura Owens. Comme vous l'imaginez, je n'étais pas l'héroïne, mais la femme en pleurs au siège 22H. Cette discussion ne concerne pas Clayton, mais un autre homme ayant fréquenté Laura qui conteste la version qu'elle donne.
Récemment, Laura Owens est retournée au tribunal pour une conférence de règlement où on lui a proposé un accord de plaidoyer. Nous allons en discuter et vous pourrez poser des questions sur l'accord de plaidoyer qui vous a été proposé dans cette affaire, ainsi que sur les options dont vous disposez et la gamme potentielle de sanctions. Donc, je vais essayer de passer en revue tout cela avec vous. Et avez-vous des questions à me poser avant que nous commencions? Pas pour le moment, merci. Mais Laura Owens n'était pas d'humeur à jouer à faisons un marché. Sa nouvelle avocate a sollicité un délai pour étudier le dossier, ce que Clayton et Kurt a jugé être une tactique de temporisation. La chose principale sur laquelle je veux me concentrer, c'est de ne pas permettre de prolongation de l'accord de plaidoyer simplement parce qu'elle a l'habitude de retarder les choses. Elle l'a déjà fait. Elle en est à son 6e ou 7e avocat. Et ça va juste continuer. D'après ce que j'ai compris, il est arrivé dans l'affaire il y a quelques mois. Et ça ressemble à une tentative de dernière minute pour dire « je ne peux pas accéder aux documents ». Vous savez, pour moi, si vous ne pouviez pas accéder aux documents, vous auriez dû le faire dès le premier jour. Et chaque jour, vous auriez dû faire un suivi pour obtenir ces preuves. Je suis tout à fait pour le respect de la procédure, mais pour moi, cela ressemble simplement à une extension de sa tactique mise en œuvre par lui pour la prolonger. Et ça fait 3 ans. Je suis fatigué. Je sais que nous sommes tous fatigués. Et il y a une tonne de preuves. C'est flagrant. Elle a admis à la barre avoir commis une fraude médicale. Elle a reconnu certains mensonges. C'est une affaire claire. Elle est coupable. Aucune raison de retarder les choses, ni de prétendre que les téraoctets d'informations changeront quelque chose. Ma principale préoccupation, c'est une question de bon sens, même si je n'ai pas la réponse. Quand es-tu arrivé? Quand as-tu reçu le matériel pour la première fois? Ensuite, as-tu vraiment tenté d'accéder à ce matériel? Un avocat devrait y accéder chaque jour, pas attendre la dernière minute et prétendre manquer de temps. Cela semble être un retard. Owens sera de retour au tribunal plus tard en juillet. C'est tout pour cet épisode de Law and Crime. Je suis Anne-Jeannette Lévy. Merci d'avoir été avec moi. À la prochaine fois.